C'est parti, Victor. Lucas, je vous souhaite un excellent webinaire. Merci. Bonjour à tous, bonjour Victor. Bonjour, bonjour, bonjour. Donc, Victor, oui. Je vous suggère de vous présenter peut-être avant que nous attaquions ce webinaire sur la restauration de la confiance et de la salubrité et de la qualité de vie au travail. Très Victor, bien. merci d'être avec nous. Merci Jean-Christophe. Merci à toutes et à tous de nous rejoindre sur ce webinaire qui est vraiment d'actualité puisque les sujets de sanitaires et sociaux sont vraiment d'actualité pour toutes les organisations de travail. Donc moi-même, Victor Wecknin, donc j'ai créé la structure Mozart Consulting pour vraiment essayer de comprendre quel est le lien entre santé, QVT et performance. Et c'est un peu tout ça via un modèle, un indice de bien-être au travail. Et j'ai le plaisir de travailler avec un certain nombre de partenaires, dont Rubix, bien entendu, pour apporter ces liens, cette compréhension entre le lien entre l'environnement de travail, la santé et la QVT, et démontrer en quoi la performance va être impactée par ces phénomènes. Voilà, donc c'est de ça que je vais essayer de vous intéresser. Merci Victor pour ta présence et puis cette présentation à quatre mains. En ce qui me concerne, je m'appelle Jean-Christophe Mitsud et je suis le fondateur de la société Rubix. Je suis neurochimiste de formation et je travaille depuis 25 ans dans le domaine de la mesure du sensoriel, notamment par l'intermédiaire d'instruments qu'on appelle des nez électroniques, des langues électroniques, des yeux électroniques. Et depuis 3-4 ans, nous nous intéressons particulièrement avec la société Rubix à appliquer cette remise au centre de la mesure de l'homme d'un point de vue sensoriel pour maximiser son confort, son bien-être et sa productivité dans les bureaux. Alors, ce séminaire va s'attaquer effectivement à un certain nombre de nuisances qui impactent cette productivité. Je crois qu'on va commencer par celle qui est la plus évidente, c'est notamment la qualité de l'air, avec quelques chiffres clés. Qualité de l'air qu'on appelle le tueur silencieux, puisqu'aujourd'hui, il représente près de 12% de la morbidité au niveau mondial, avec près de 7 à 8 millions de décès chaque année. Alors, on connaît bien sûr la qualité de l'air extérieur, c'est celle qui est la plus évidente. Et aujourd'hui, l'EPA dit que 92% de la population mondiale vit dans des endroits où le niveau de qualité de l'air dépasse les limites acceptables. Mais ce que l'on connaît beaucoup moins, et ça va être l'un des sujets de cette présentation, c'est que l'air intérieur est de 2 à 5 fois plus pollué que l'air extérieur et qu'elle impacte par les allergènes, par les toxiques, par le côté hédonique, fortement notre productivité, notre bien-être au travail. Alors, Victor, quelques mots sur la transformation sanitaire et sociale qui est une urgence aujourd'hui. Oui. Alors, donc, effectivement, c'est un sujet d'actualité. Comme vous le savez, les ambiances de travail, les environnements de travail, c'est un paramètre clé pour le retour à l'emploi, pour éviter d'être dans du télétravail forcé, non désiré, qui crée des impacts psychologiques, sociologiques terribles. Et en fait, le petit rappel qui me semble légitime aujourd'hui, c'est de dire finalement quelles sont les réelles responsabilités d'un employeur. Et il n'y en a pas 15, il n'y en a que 3 qui sont inscrits dans notre code du travail sur lequel l'employeur ne peut pas se défausser. C'est vraiment la priorité des priorités, avec bien entendu le fait que son entreprise prospère. Mais au niveau social, on va dire, global, sociétal, environnemental, il a 3 obligations. Une obligation vis-à-vis de ses salariés, une obligation de santé, de sécurité, d'employabilité, avec des risques terribles si jamais ça ne peut pas être respecté. Donc c'est vraiment cette responsabilité majeure. Ah, voilà, cette responsabilité majeure qu'il a vis-à-vis de ses salariés qui vient maintenant
en haut des priorités en urgence. C'est pour ça que on a appelé ça la transformation sanitaire et sociale. C'est une urgence qui ne va pas passer avec l'épidémie. C'est une urgence qui va s'installer, une priorité qui va s'installer. Donc aujourd'hui, toutes les organisations de travail, publiques et privées, petites, moyennes et grandes, réfléchissent à cette transformation en profondeur. Pour vous donner un équivalent, c'est un tsunami et une urgence aussi importante que la transformation digitale. On ne pourra plus ne pas se mettre à niveau sur la transformation sanitaire et sociale. Ce que j'ai voulu résumer dans cette planche, c'est en quoi l'environnement de travail, donc avec le sigle ET, va venir sur les urgences et les priorités aujourd'hui, portées beaucoup par les DRH, bien entendu, les partenaires sociaux. Et donc, c'est tout de suite déjà revenir. Non, je peux revenir sur la. Voilà, c'est déjà, je ne vais pas passer toute la slide, mais déjà, voyez bien l'urgence aujourd'hui, c'est comment les directions vont pouvoir accueillir justement le retour à l'emploi ou l'hybridation présentielle-distancielle. Et bien sûr, l'environnement de travail, c'est la première étape très importante. Donc, vous voyez, l'environnement de travail va rentrer dans tout ça, tout ce processus. Et donc, on va vous présenter des solutions et le pilotage de cette transformation sanitaire et sociale sur la SQVT, la santé et la QVT. On peut passer, voilà. Alors, on voit aussi, pour ça, pour piloter les enjeux de santé et QVT, en fait, il nous faut des marqueurs aussi importants que les marqueurs économiques pour la performance. Et donc, depuis plus de 10 ans maintenant, Mozart Consulting, bon, moi-même, j'ai oublié de vous le dire, mais j'ai un passé de dirigeant d'entreprise, hein, avant d'avoir eu à créer ce modèle. En fait, l'ambition, ça a été de dire, est-ce qu'il y a un modèle équivalent à l'EBIT, qui est la performance économique, la performance financière? Est-ce qu'il y a un modèle équivalent sur la performance sociale et sur quoi peut-il être basé? Et donc, j'ai repris les 3 priorités des organisations, santé, sécurité, employabilité, et j'ai essayé de trouver un marqueur objectif, c'est-à-dire avec des faits réels, pas avec des questionnaires ou des sondages qui sont trop subjectifs et qui ne peuvent pas vous donner de mesure, un équivalent de la performance sociale sur santé, qualité de vie au travail. Donc, je me suis basé sur quels vont être les marqueurs de non-santé, de non-sécurité, de non-qualité, de non-employabilité, qui sont les trois engagements de l'entreprise, de l'employeur. Et pour ça, j'ai développé un modèle qui s'appelle l'indice de bien-être au travail, qui va mesurer comme un indice médical par exemple, sur la respiration, le cœur, l'appareil urinaire ou l'indice de masse corporelle. C'est un marqueur qui va pouvoir être évalué sur toutes les populations d'une organisation de travail et pour voir quel est le niveau de bien-être au travail en allant mesurer le mal-être au travail et donner une mesure d'un impact économique. C'est pour ça que cette étude qui est financée, supportée par les acteurs de la protection sociale depuis plus de 10 ans, nous a permis d'avoir un observatoire sur presque 12% des salariés français publics et privés, avec plus de 17 millions de données sociales et des chiffres dont on peut calculer l'impact. Alors l'indice, l'année dernière, était à 0,73, c'est-à-dire qu'il était dégradé. Le bon indice, c'est 0,85. Donc on voit qu'on a une perte qui peut aller jusqu'à 27 points de masse salariale, qui représente, avec un salaire moyen français, 14 580 € de perte de productivité liée à la santé et la QVT. À côté de ça, vous voyez une cartographie des secteurs économiques et vous voyez que les bons secteurs, vous avez par exemple les filières alimentaires, l'industrie en général, l'énergie, environnement. Et puis après, vous avez des dégradations, par exemple, dans le médico-social, vous êtes à 0,68. Vous avez aussi dans le commerce non alimentaire 0,62. Donc vous avez une mesure, un benchmark national sur ces secteurs. Et quand on déploie ce pilotage avec les plans d'action, eh bien, en fait, c'est des équivalents temps plein que l'on gagne, qui fait que la performance sociale est un gisement de performance sur santé et QVT. Voilà, c'est ça les enjeux. Et on peut aller gagner jusqu'à avoir des équivalents temps plein. C'est comme si on avait des gens qui étaient au travail alors qu'ils ne sont plus, qui peut aller jusqu'à 100 ETP pour 1000 salariés. Voilà le bénéfice de la démarche et de la méthode de l'indice de bien au travail.
Alors, comment faire face, particulièrement dans la situation de pandémie qui est la nôtre, qui est une situation inédite? Comment rétablir la confiance avec des collectes de retours, vraisemblablement de nos collègues, de nos collaborateurs? Est-ce que mon bureau a été bien désinfecté? Est-ce que je peux travailler dans un espace sain? Est-ce que je peux revenir au travail? Est-ce que la qualité de l'air est bonne? Et je me suis permis de prendre une photo au pont d'Asnières sur un nouveau bâtiment qui affiche respirer, s'effiltrer 19 000 mètres carrés d'air pur. Donc, aujourd'hui, en tant que responsable RH, comment puis-je suivre, monitorer ces nuisances qui impactent cette qualité de vie au travail? Quelles sont mes solutions de remédiation? Et plus largement, quel mode de remédiation dois-je mettre en place? Alors, aujourd'hui, la santé et la QVT est, comme le disait il y a quelques secondes Victor, est un véritable sujet de fond. Parce que ce bien-être au travail, c'est pas uniquement la santé au travail. Elle est construite sur plusieurs sentiments. Le premier, un sentiment de motivation intrinsèque qui est l'utilité, bien sûr, la compétence et l'appartenance pour passer, je dirais, de l'engagement et de l'intimité à l'extimité. Et ce bien-être a une dimension certes personnelle, mais aussi collective. Il faut donc le suivre, le mesurer et tenir compte, bien sûr, des contraintes que les gens vivent dans leur travail et dans le plaisir qu'ils ont à l'accomplir. Ce bien-être est principalement axé vers une dynamique positive, c'est-à-dire vers une meilleure performance de l'environnement. Et ce bien-être n'est pas simplement la disposition, je dirais, de fruits, de salles de sport, c'est réellement changer fondamentalement l'organisation de ce travail et le redéfinir et redéfinir ses tâches pour redévelopper, je dirais, un concept d'efficacité et de performance au sein de la société qui pivote autour de la QVT et de la santé au travail. Alors, aujourd'hui, ces impacts sont mesurés, sont publiés, sont scientifiquement analysés et elles ont clairement un lien direct avec la performance de l'entreprise. Et donc, on en mentionne quelques-uns. Là, l'objectif, c'est vraiment la diminution des arrêts de travail et des arrêts maladie, la diminution des risques de burn-out, et bien sûr des impacts positifs, l'augmentation des niveaux de vente, l'augmentation de la productivité, du nombre de brevets, ou tout simplement un pivot aussi de l'image de la société par les réseaux sociaux notamment, où on peut voir des impacts forts sur l'augmentation des candidats, sur des postes ouverts, le nombre de candidats. Donc, toute une série de paramètres sur lesquels on peut travailler ensemble pour maximiser cette productivité par l'intermédiaire du bien-être. Victor, sur Oui. l'origine de ce travail. Alors, l'origine de ce travail, oui, alors effectivement, c'est un filtre intéressant, cette transition que tu nous proposes, Jean-Michel, parce qu'on a des expériences. En fait, il y a aussi la dimension culturelle. Nous avons vécu en France, en fait, une route, un itinéraire très différent de certains nombres de pays. Alors, par exemple, les pays anglo-saxons et les pays nordiques, scandinaves, ont eu une approche beaucoup moins conflictuelle entre travail et santé et bien-être. Donc, c'est vraiment la culture. Par exemple, la vision finlandaise ou la vision canadienne, notamment, c'était le well-being at work. Ça faisait partie, c'est un peu culturel quelque part. Donc, on a posé la pyramide, en quelque sorte, sur si on n'est pas bien, au sens large, santé physique, c'est la notion de santé globale, santé physique, santé mentale, santé sociale. D'ailleurs, l'Organisation mondiale du travail, l'OIT, considère que la santé sociale, c'est une des 3 dimensions de la santé. Puisque ça a un impact, si vous n'êtes pas bien ni physiquement ou mentalement, vous n'allez pas être bien dans vos relations sociales. Et chez nous, en France, on n'a pas voulu aborder la dimension sociale, on a voulu rester parce qu'on est vraiment géré, on le voit encore aujourd'hui, en fait, sur une doxa médicale. Donc, c'est où tu as un trouble de santé physique ou on a un trouble de santé mentale. La santé sociale, on ne veut pas trop aborder ça parce que ça va ouvrir des portes et des fenêtres de dialogue social, de social, on ne veut pas gêner le social. Alors que dans ces autres pays, le social est vraiment
par la santé, c'est les fondations. Après, bien entendu, il faut être dans un environnement, parce qu'on ne vit pas comme ça hors sol, c'est l'environnement. Hein. L'environnement, c'est aussi l'environnement public, de pouvoir s'exprimer, dire ce que l'on veut, accepter l'erreur. C'est une autre mentalité, une autre culture. Et puis après, le dernier, le sommet, c'est comment trouver du sens au travail pour l'individu qui lui-même va pouvoir après participer à un collectif de travail. C'est ce que j'ai expliqué en intro, qu'a repris très gentiment Jean-Michel. C'est comment on passe de l'intimité à l'extimité, comment on passe du un au tout. Donc c'est une sorte de systémie sociale que j'ai voulu développer dans mes travaux de recherche d'un peu plus de 10 ans pour essayer d'analyser qu'est-ce qui nous fait passer d'un sentiment individuel de motivation à un sentiment collectif. Et c'est ça l'engagement qui vous permet de passer entre l'individu et le collectif. Alors qu'en France, et on va y arriver, on a vu différemment et on a vu justement le grand catastrophe qu'on a eu, c'est la période de suicide au travail dans les années 2008-2009. Et c'est là-dessus, d'ailleurs, c'est ce qui m'a, moi, personnellement, amené à ces sujets de performance sociale. Alors, on va venir maintenant, comme on est dans la systémie, on peut pas parler de bien-être au travail sans parler de mal-être au travail. On peut parler de bien, on peut pas parler de bien sans parler de mal, on peut pas parler d'ordre sans parler de désordre. Donc on est dans les ago-antagonismes dans les systèmes. On peut pas améliorer les choses si on comprend pas les risques, hein, que Jean-Michel l'a très bien dit. Et donc les origines du mal-être au travail, elles peuvent se résumer en plusieurs catégories, mais en plusieurs classes, mais vraiment le plus important, c'est le travail et son management, son organisation. En fait, on est dans du sens. Est-ce que ce que je fais a du sens? Et à la fois pour la société, pour moi et pour l'entreprise dans laquelle je suis. Après, vous avez l'environnement social, c'est tout l'environnement de travail. Et puis après, vous avez le climat, on va dire, le climat des relations. On est dans la relation. Et puis après, vous avez l'environnement. L'environnement, c'est le bruit, la lumière, l'espace, la façon de pouvoir circuler, se sentir bien, ce sentiment de sécurité. On veut déjà être en bonne santé et on veut surtout pas quand on est au travail. Et avec le télétravail, vous voyez qu'on arrive encore à complexifier tout ça. Donc l'environnement de travail est un des 3 piliers majeurs des origines du mal-être au travail. Et elles sont multifactorielles et elles s'imbriquent les uns aux autres, à la fois dans la temporalité et à la fois dans les effets que l'on peut avoir et les conséquences que ça a. Et donc, comme tout systémicien, comme tout médecin, en fait, on fait un travail d'ingénieur en social, d'ingénieur en pollution de l'air et en pollution des systèmes environnants. Eh ben, il suffit pas de traiter les symptômes. Il y a un certain nombre de marabouts, de gourous et de gens qui vous disent voilà la solution, elle est sur étagère. En fait, on essaie de vous soigner les symptômes, enfin de vous soigner, de vous accompagner dans les symptômes. Mais si on n'attaque pas les causes, les causes réelles, qui est d'ailleurs dans le droit du travail de prévention, le niveau de prévention, c'est de réduire les causes, voire les éliminer, pour ne pas être en situation réactive. Donc, pour ne pas être en situation réactive, il faut comprendre les causes du mal-être au travail, les analyser. C'est exactement comme avec le Covid aujourd'hui. Si on ne dépiste pas, donc on ne sait pas qui c'est qui a le Covid ou qui ne l'a pas, quels sont les symptômes du Covid, les asymptômes du Covid, quelles sont les classes, les clusters, les hommes, les femmes, les âges, les anciens, les âges, enfin toutes les classes, on doit modéliser les causes. On doit les comprendre pour pouvoir après avoir une séquence d'action en prévention primaire, secondaire et tertiaire. Et donc, nous, on travaille vraiment sur cette approche primordiale avec Rubix et avec l'indice de bien-être au travail qu'on va vous développer. Voilà, alors, et pour ça, il suffit pas quand on est dans une entreprise d'avoir les mesures des indicateurs, vous en avez des milliers. Là, l'indice, il va vous modéliser, en fait, c'est un marqueur de l'engagement et de la santé, d'accord? Et c'est ça qui va vous donner, c'est l'indice de bien-être au travail. Mais une fois que vous avez tout ça, qu'est-ce que vous faites? Alors là, le management, je dirais toute la ligne managériale doit être vigilant. Sur quoi? Sur santé, sécurité, employabilité, qui sont vraiment les enjeux, la responsabilité des employeurs. C'est dans le code du travail.
Donc, il faut aussi pouvoir agir. Une fois qu'on a ces mesures, qu'on les a comprises, qu'on sait qui va pas bien, comment ça se manifeste, maintenant on va agir. Eh ben, on va agir sur quoi? On va agir sur la motivation intrinsèque. Tu peux revenir 2 secondes et j'en aurai fini, s'il te plaît, sur la slide précédente. Ce référentiel de vigilance managériale, en fait, il va être construit sur les 3 sentiments de bien-être au travail, sentiment d'utilité, de compétence et d'appartenance. Et après, donc, on va pouvoir passer du bien-être individuel à la qualité de vie collective. Le 3e pilier, c'est la personne. C'est là où on trouve tous les enjeux de l'environnement de travail. Alors, ensuite, le modèle de l'indice, c'est un indice indice de bien-être au travail. Un indice, il varie de 0 à 1. Il est mesuré à partir des datas sociales existantes, tout anonymisé, bien entendu, RGPD. Et il va regarder à la fois tout ce qui est disponibilité. Donc, si vous n'êtes pas là, c'est parce que vous êtes pas en bonne santé, pour des raisons de travail. On arrive à isoler les raisons de travail dans les arrêts de travail. Et puis, si vous n'êtes pas là, c'est aussi que vous avez été sorti de l'entreprise hors plan social, hein, pour des raisons autres, comme licenciement pour faute ou rupture conventionnelle ou des choses comme ça. Et vous pouvez aussi décider de sortir dans ce que j'appelle l'engagement réciproque. La sortie va créer des enjeux de charge de travail et des enjeux d'employabilité. Pour calculer l'indice, eh bien, c'est de la systémie, c'est d'une équation, hein. On ne peut pas mesurer un indice positif sans connaître son ago-antagonisme négatif. Donc, l'indice d'engagement plus la somme des désengagements égale 1. Et pour avoir l'indice d'engagement, vous mesurez tous les taux de désengagement. Et c'est comme ça que vous pouvez mesurer votre indice comme en biologie de santé. C'est exactement la même chose, ou en qualité des produits et des services. On mesure les non-qualités pour connaître le niveau de qualité. On peut, voilà. Alors, ça donne un modèle. Ben, vous voyez, ce modèle, il varie de 0 à 1. On considère d'un point de vue statistique, parce qu'il est tout à fait normal que vous pouvez avoir des dégradations de disponibilité ou des désengagements au niveau de l'employabilité, jusqu'à 15 points de masse salariale. Un point d'IBET, c'est un point de masse salariale. Donc, si votre indice est au-dessus de 0,85, ben, c'est normal qu'il y ait une quantité, je dirais, de désengagement ou de personnes pas là à cause du travail. C'est comme votre indice de cholestérol ou votre tension, elle n'est pas forcément obligée d'être au maximum. Donc, vous vous permettez 15 points de dégradation. Donc, vous êtes dans la zone de bonne pratique. Et si votre indice est en dessous, ben, vous êtes dans des zones de vigilance ou d'alerte. Et là, vous dégradez un point d'IBET, c'est un point de masse salariale. Comment on se répartit ces coûts? Trois zones. La non-disponibilité, c'est à peu près 22% du modèle, de l'indice. Après, vous avez les sorties forcées côté employeur, c'est 48%, et les sorties déclarées par le salarié, c'est de l'ordre de 30%. Et quand on regarde la part des 22% sur la non-disponibilité, qu'est-ce qui vient du salarié, qu'est-ce qui vient de l'employeur? L'employeur, par exemple, c'est son engagement sur les risques professionnels, accidents du travail, maladies professionnelles. Eh bien, quand on voit les salariés, 52% viennent d'un désengagement côté salarié dû à sa santé. Alors, sur les coûts, quand on regarde aussi la répartition des coûts, l'année dernière, on était à 14 580 € par an et par salarié. Maintenant, on va regarder ce qui est maîtrisable. Ce qui est maîtrisable, quand on est à 0,73, c'est d'arriver jusqu'à 0,90, le palier haut. Donc, c'est à peu près 63% du total de la perte. Ça représente 9 180 €, hein, voilà. Et puis au niveau national, ça va très loin. Les problèmes de non-qualité de vie au travail, c'est plus de 12 points du PIB. Donc vous voyez que l'enjeu de la santé au travail et de la qualité de vie au travail est un enjeu de compétitivité majeur. C'est pour ça que toutes les entreprises ont mis ça tout à fait au premier niveau. Là, ça va c'est trop vite. C'est ce que l'on va montrer, Victor, justement, dans le cadre de l'impact de l'environnement sur ces calculs. Nous Voilà. avons encore beaucoup de choses à dire. Je vous laisse sur cette dernière slide, Victor. Allez-y. D'accord. Alors là, vous avez une illustration de la cartographie, par exemple, sur une entreprise, grande entreprise de services numériques que nous avons accompagnée. La cartographie, ben, vous définissez vos mailles opérationnelles, métiers et sociales. Et puis, vous regardez votre niveau d'indice, vous l'avez à gauche, il va du rouge au vert, hein, et vous voyez en fonction de la couleur tout de suite quelles sont les mailles, les périmètres, on va dire, les profils, qui sont dans quel niveau ils sont de l'indice.
Eh bien, et après, donc, nous, aujourd'hui, on fait des mises à niveau de nos clients sur 2 paramètres. QHSE qui nous intéresse aujourd'hui, et puis espace de travail. C'est-à-dire, vous êtes en open space, vous êtes en télétravail, vous êtes en bureau fermé, vous êtes en bureau ouvert. Donc, ça aussi, c'est un autre paramètre. C'est comme si on allait mesurer l'indice sur ceux qui sont en temps partiel, les encadrants, non-encadrants, etc. Ce qu'on appelle donc des mailles. Donc là, vous avez la répartition du rouge au bleu. Et vous voyez, par exemple, on a regardé ici, dans les mailles opérationnelles, ben, la partie, le service qui fait du conseil et qui a un QHSE, on va dire, standard, eh bien, il est dans le rouge. Donc, vous voyez, on a fait un marqueur, on a fait un lien, on était allé d'aller voir les lieux où il y avait aussi 5 niveaux de QHSE. Donc, vous avez le modèle à côté. Vous avez par exemple le niveau 3 qui est en QHSE-, il est plutôt en vigilance forte. Et vous avez par exemple celui qui est en QHSE+, eh bien, il a un bonibet, le niveau 6. Mais vous avez aussi sur le social, on a vu que les autres, les gens qui venaient plutôt en télétravail, dans les espaces mixtes hybrides, eh bien, ils étaient plutôt dans des bâtiments de type QHSE-. Donc, on essaye de faire un lien entre tout ce qui est qualité, hygiène, sécurité et environnementale avec où on travaille et qu'est-ce qu'on fait. Hein. Alors, et donc, on Victor, arrive à maintenant, les data. Voilà. Alors voilà, maintenant on va voir effectivement comment agir au quotidien après l'avoir mesuré, parce qu'effectivement, je crois que ces données viennent conforter notamment l'étude de Steelcase qui montre qu'en France, 36% des salariés sont insatisfaits sur leur environnement de travail et désengagés par rapport à une moyenne européenne qui est de l'ordre de 26%. Il n'y a donc que 5% simplement des collaborateurs qui sont très satisfaits de leur environnement de travail. Et on voit que la France, par rapport à la communauté européenne ou des pays extérieurs, est aussi mal placée dans cette étude. On va pouvoir voir effectivement que l'environnement de travail est un élément essentiel et chiffrable. Élément essentiel parce que l'ergonomie, la luminosité, l'acoustique et la qualité de l'air impactent cet environnement de travail et les collaborateurs. Et aujourd'hui, 6 salariés sur 10 estiment que leur environnement de travail a un impact positif ou bien sûr négatif sur leur performance et leur adhérence à leur environnement. Et qu'est-ce que l'on retrouve auprès d'une enquête auprès de près de 1600 collaborateurs? Quels sont les paramètres environnementaux qui impactent ce bien-être et cette productivité? Eh bien, ce qui vient en tête, c'est la qualité de l'air, c'est la qualité acoustique, c'est la qualité de la lumière. Donc, focalisons-nous sur ces paramètres parce que ce sont des paramètres sur lesquels nous allons pouvoir agir, remédier et améliorer cet environnement. Alors, je reviens au calcul de Victor, 14 580 € par an par collaborateur, qui est la moyenne annuelle donc, du mal-être, qui se répartit entre des éléments sur lesquels on peut agir et des éléments sur lesquels on ne peut pas agir. 50% sont liés au contexte de travail, 25% autour du métier et donc 25% autour de l'environnement de travail. Si on fait ce calcul, cela représente 3 645 € sur lequel nous pourrions agir au quotidien et en sachant que 63% sont maîtrisables. Donc, nous avons une capacité par employé de l'ordre de 2 300 € par an sur lequel nous allons pouvoir agir. Alors, regardons quelques exemples et comment nous allons agir sur cet environnement. Eh bien, quelques exemples et on va prendre un seul des éléments que l'on peut suivre parmi le bruit, les gaz, les odeurs, la vibration. Focalisons-nous uniquement sur le CO2 qui est un véritable tueur de productivité. Le CO2 aujourd'hui, en référence en air pur, dans l'air extérieur, vous êtes à 400 ppm. Quand vous avez une augmentation de cette concentration, vous allez avoir un impact extrêmement fort sur votre capacité de focalisation, sur votre capacité de créativité. Et là, nous avons donc une étude de l'université de Harvard qui montre que quand on passe à 945 ppm, ce qui arrive très vite, si vous portez votre masque de respiration, vous êtes à 900 ppm en moins de 10 minutes. Si vous avez 2 personnes dans un espace de 6 mètres carrés, vous êtes à plus de 1000 ppm en moins de 20 minutes de travail.
Quand on fait une hypothèse de calcul sur un salaire moyen chargé de l'ordre de 72 000 euros, eh bien, un simple excès pendant 20% du temps de travail de CO2 va avoir un impact de l'ordre de 2 175 euros par an et par employé. Et si on prend un impact de 1400 ppm, qui est largement la concentration que l'on peut avoir à 4 collaborateurs dans une salle de réunion, on monte à 7200 euros par an et par employé. Une étude du British Council en Angleterre montre que l'on a un impact aussi de ce CO2 sur des résultats au test. Un CO2 bas vous permet d'avoir de l'ordre de 600 à 800 ppm, 12% de capacité de résultats au test, alors que 60%, si la CO2 est élevée, vous avez des résultats qui impactent à plus de 60% votre capacité de temps d'exécution. Et donc, on passe de 6 minutes pour accomplir une tâche à plus de 13 minutes pour accomplir la même tâche à un taux de CO2 élevé. Et on voit sur ce tableau, finalement, que le niveau de CO2, en fonction du type de tâche, va avoir un impact plus ou moins important, mais de façon toujours extrêmement significative, particulièrement quand on s'attache à des travaux d'initiative, des travaux de créativité, des travaux de focalisation. On a des impacts extrêmement sévères de ce simple paramètre qui est le CO2, quand on n'a pas une GTB qui permet de mieux la contrôler. Alors, qu'est-ce que nous essayons de faire chez Rubix? Eh bien, notre mission, elle est de faire en sorte que le monde, et particulièrement les environnements clos, soient un endroit plus sûr et plus sain, de façon à maximiser ce bien-être en réduisant, en annulant et en identifiant ces nuisances. Alors, quand je dis identifier, c'est extrêmement important parce que nous n'allons pas que mesurer les gaz ou mesurer la vibration ou le CO2 ou le niveau de bruit. On va, grâce à des banques de données qui se trouvent dans le cloud, les identifier, ce qui va permettre d'identifier une odeur, des odeurs d'insalubrité. Nous avons près de 200 insalubrités dans le cloud, des bruits, des appels à l'aide, des fuites d'eau, des bruits stridents. Et nous participons ainsi à l'initiative de l'Organisation mondiale de la santé d'être plus, je dirais, sustainable, notamment au niveau du bien-être au travail, qui est l'objectif numéro 3, ou des bâtiments intelligents, qui est l'objectif numéro 11. Et nous sommes partie prenante au quotidien de cet effort. Nous avons développé donc des banques de données associés à des objets connectés qui vont permettre en temps réel de suivre et de reconnaître ces insalubrités et d'y remédier, que ce soit des insalubrités liées au gaz, aux odeurs, au bruit, mais aussi des mesures comme l'intensité de la lumière ou la vibration qui est associée, avec une capacité de déclencher en temps réel une remédiation, que ce soit de la filtration d'air, du bruit blanc dans les open space, de façon à améliorer définitivement cet environnement. Vous allez pouvoir avoir ainsi accès à ces banques de données par des écrans de contrôle qui vont vous permettre de géolocaliser les objets et les nuisances en temps réel, recevoir des alarmes en temps réel et calculer des indices de confort, des indices d'impact, que ce soit sur la santé ou la productivité au travail en continu. Alors, une donnée extrêmement importante, c'est effectivement quel est le retour sur investissement. Eh bien, ce retour sur investissement, on en a parlé, on a vu que l'on pouvait avoir aux environs de 2 300 euros par an et employé. Quel est le coût de nos propositions aujourd'hui de valeur? Notre proposition de valeur, c'est aux environs de 200 euros par an et employé, ce qui permet, avec des analyses uniquement sur le CO2 que l'on a vu tout à l'heure, d'avoir un retour sur investissement de près de 500% sur une implémentation d'un système de mesure et bien sûr d'un système de remédiation associé. Donc, il y a je dirais une capacité de productivité financière par l'intermédiaire de la qualité de vie au travail et une mesure environnementale qui est extrêmement forte. Et cela a été mis en exergue de façon extrêmement forte dans la pandémie qui nous touche, par la maîtrise des conditions non plus uniquement de santé ou de toxicité, mais des maîtrises sanitaires de cet environnement. Alors, comment faire en sorte de sanctuariser ces environnements, de reconstruire de la confiance, de reconstruire de l'adhésion de nos collaborateurs à l'environnement qui nous touche?
eh bien, c'est de reconstruire une visibilité de cette propreté, de cette désinfection, de la salubrité de l'environnement. Quels sont les éléments qui président à cette insalubrité? Eh bien, c'est les éléments qui président à une diffusion, non seulement, encore une fois, des toxiques, gaz ou bourriques dont on a parlé, mais des éléments qui président à la diffusion de ces virus, et notamment par des publications scientifiques multiples aujourd'hui. On sait qu'un niveau d'humidité élevé, qu'un niveau particulaire élevé est un des vecteurs de répartition, d'élargissement de la taille d'impact, de la surface d'impact de ces virus. Et bien sûr, ce qui impacte aussi, c'est la qualité, la régularité du nettoyage et de la désinfection. Et donc, pour avancer là-dessus, ce que nous avons développé, ce sont des objets connectés, comme vous le voyez sur la photo, qui vont permettre de suivre ces paramètres environnementaux, de qualité de vie au travail, les gaz, les odeurs, les particules, mais bien sûr, va gérer ces alarmes autour de ces paramètres de diffusion des particules, mais surtout, grâce à cette banque de données, va permettre de suivre en temps réel les processus de désinfection, de nettoyage. Nous avons des banques de données de détergents qui vont permettre de localiser, de sentir, de valider, de tracer la performance de la salubrité et des processus de salubrité présents. Donc, ces systèmes permettent de suivre entre 150 et 250 mètres carrés, vous permettent ainsi de cartographier en temps réel et de reconstruire de la confiance dans l'environnement en l'affichant. Alors, quelques bénéfices, Victor, pour conclure sur cette politique de bien-être, et je te repasse la parole. Merci. Donc, effectivement, on a ici tracé les 10 bénéfices principaux dans l'actualité, bien entendu. Le premier, et vous le voyez bien, en fait, la santé, le social est venu impacter l'économique. Donc, l'enjeu de performance économique est majeur. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Donc, on a eu la démonstration aujourd'hui. Donc là, on vous a montré des approches de mesures de retour sur investissement, les pertes socio-économiques. On n'est plus dans l'économie, on est dans la socio-économie qui sont liées au désengagement réciproque, soit par de l'employabilité, parce que ça a un effet sur l'employabilité, la non-disponibilité, tout ce qui est santé-sécurité. On est revenu encore une fois dans le triptyque, je dirais, légal. Donc les pertes socio-économiques, c'est l'enjeu majeur. Après, bien entendu, respecter le code du travail, parce que la surveillance SST, santé, sécurité au travail, va se durcir. Donc tout le monde doit faire un effort aujourd'hui. Quel est le retour à l'emploi, l'employabilité dans un environnement sain? Donc tous les préventeurs, les directs, les inspecteurs du travail, etc., les organisations syndicales, les IRP vont se mobiliser pour que, bien entendu, cet enjeu de santé-sécurité au travail doit être vraiment l'enjeu majeur aujourd'hui. Les impacts en termes de santé globale, notamment la santé mentale, vous en entendez parler tous les jours, ça touche tout le monde, eh bien, c'est les risques psychosociaux, le stress, l'anxiété, la dépression, le burn-out, qui sont des pathologies nouvelles, et les TMS, les troubles musculo-squelettiques. Alors, je vais vous donner une indication, puisque Mozart Consulting travaille et Libet est très utilisé par la protection sociale. Des grands acteurs des mutuelles de santé viennent d'investir effectivement dans la structure, vu l'importance de l'enjeu de la modélisation des données et de leur hybridation santé publique, santé au travail. Eh bien, nous, en travaillant justement avec les mutuelles, les institutions de prévoyance, les assureurs en santé au travail et en santé publique, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? 60% des arrêts longs de plus de 90 jours. Hein, on sort de la maladie ordinaire, là où les mutuelles, les assureurs interviennent pour ce qu'on appelle le maintien de salaire. Eh bien, 60% des incapacités de travail viennent des risques psychosociaux et des troubles musculo-squelettiques. Et le lien après avec l'environnement de travail est majeur, bien entendu, parce que ça a une influence énorme de travailler dans des environnements malsains. C'est très, très, très lié. La corrélation est très, très forte. Le climat social, la motivation, on l'a vu, c'est aussi là-dessus qu'il faut jouer aujourd'hui, qu'il faut agir. Donc ça va dans ce sens-là.
l'épanouissement professionnel, leur équilibre de vie au travail hors travail, avec en plus les environnements de travail. Bien entendu, aujourd'hui, c'est encore une fois une priorité à cause de l'hybridation de ces environnements de travail. On ne sait pas où on va être, en fait. Pour travailler, il y a une sorte d'insécurité. Et donc, il faut rassurer sur la santé de l'environnement de travail. Donc, rassurer, c'est renforcer aussi un climat de sécurité sanitaire partout. Plus les entreprises vont montrer qu'ils mettent en avant des solutions qui améliorent la prise de conscience sanitaire et la qualité de vie au travail, eh bien, plus ils vont être raccords avec leur discours sur la RSE, l'entreprise responsable, etc. Mais il va falloir le prouver avec des mesures, avec des équipements. Il ne suffit pas de faire des conférences sur LinkedIn. Hein. Il faut apporter les solutions, les mesurer, fournir des preuves réelles, concrètes, avec des vraies mesures, des impacts, des actions, des équipements, des solutions, et pas juste des discours et des conférences. La prévention, ben, introduire cette culture de prévention primordiale, eh bien, nous avons une ambition avec Rubix de venir hybrider les datas de Rubix avec les datas de Libet pour pouvoir justement apporter à toutes les entreprises, les organisations du travail, une augmentation, une valeur ajoutée de la data de santé et de qualité de vie au travail. Plus on va faire parler les données, plus on va avoir des données, plus elles vont communiquer entre elles, plus on va faire des liens, des corrélations, peut-être des causalités. Mais bon, il faut travailler dessus. C'est ce qu'on fait avec des tas de partenaires aujourd'hui qui viennent regarder l'IBET pour enrichir leur propre apport, comme par exemple l'environnement sur la santé environnementale. Donner une image responsable de l'entreprise, bon, je crois que ça veut dire c'est banal de le dire aujourd'hui, Jean-Michel l'a dit, une entreprise qui n'apporte pas la preuve, et pas que dans les discours, qu'elle est responsable dans ses obligations RSE. Tout le monde aujourd'hui s'aligne sur leur raison d'être, les missions et la RSE, le développement durable, la santé des salariés, des partenaires et la santé environnementale, c'est majeur. Ça nourrit la marque employeur, l'attractivité, et c'est très important aujourd'hui parce que, comme vous le savez, quand je prends toujours un peu ce parallèle, quand on va dans un restaurant qu'on n'est pas content, on le dit à 10 personnes. Par contre, donc vous voyez, s'il y a des problèmes dans une entreprise de santé, ça va vite se savoir et ça détruit beaucoup l'image et l'attractivité d'une entreprise. Et donc, en conclusion, ben, on va pouvoir être raccord sur tout ce qui est les 3 P, hein, qui c'est vraiment l'ambition qui donne du sens aujourd'hui à tout le monde. C'est s'intéresser, faire attention aux gens, à la planète et à sa rentabilité. Et il nous faut les 3. Hein, voilà, il faut être raccord sur les 3. Bien, nous sommes heureux de pouvoir participer à notre niveau à cette ambition. Merci beaucoup, Victor, et je pense merci à tous de votre participation. Et avant de vous donner la possibilité, par l'intermédiaire du chat, de nous poser à tous les deux des questions pour clarifier ou éclairer un certain nombre d'aspects de notre présentation, je crois qu'il y a vraiment 2 choses à retenir. C'est que le bien-être au travail est, je dirais, un axe majeur aujourd'hui du développement de la société. Et ce n'est pas simplement un axe purement philanthropique, c'est réellement un axe aussi basé sur une productivité améliorée, sur une performance améliorée. Et aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que ça peut se mesurer d'un point de vue analytique, se mesurer d'un point de vue sensoriel et se mesurer d'un point de vue, je dirais, global, avec notamment l'IBET. Merci à tous pour votre attention et donc par l'intermédiaire du chat ou directement, on sera très heureux, Victor et moi-même, de répondre à vos questions. Vous avez bien sûr aussi la possibilité de nous contacter directement, soit sur les sites Internet de nos sociétés respectives ou sur les adresses email que vous voyez affichées. Alors, il y a une question, c'est « Bonjour, que pensez-vous de l'importance du lien social dans la QVT ? Comment mesurez-vous cet aspect social et quelles sont les solutions existantes permettant de l'améliorer ?»
Victor, je te passe la parole. Oui, alors effectivement, le lien social, on le trouve, il faut revenir à la slide, je ne sais plus laquelle, le référentiel de vigilance managériale. Il intervient dans ces champs de vigilance. Le lien social, c'est le soutien. Voilà, il va arriver. Il va arriver, il est un peu plus haut, je crois. Encore un peu plus haut. Hop. Voilà, très bien. Donc, vous voyez dans ce référentiel de vigilance managériale, à titre individuel, là, votre question est très intéressante parce que vous dites, encore une fois, ça va expliquer le passage de l'intimité à l'extimité, comment on passe individuellement au collectif. Donc, c'est un peu le sens de la question. Le lien social, vous voyez déjà, le manager, déjà, il doit être en soutien. Par exemple, aujourd'hui, avec le télétravail, qui est un problème sanitaire, avant tout, ce n'est pas un problème d'organisation du travail, c'est une réponse sanitaire. Eh bien, c'est véritablement un marqueur aujourd'hui de la qualité du management de proximité. Et dans le management de proximité, ce manager, qu'est-ce qu'on lui demande? Justement, d'établir un lien social. Bien sûr qu'il doit faire en sorte que le travail sorte, que le livrable sorte. Mais d'abord, c'est rassurer, soutenir son collaborateur, son équipe. Et donc, vous voyez que, alors qu'un manager, on l'a construit dans nos écoles et nos universités, d'être avant tout un technicien de sa discipline, on voit aujourd'hui qu'il ne suffit pas d'être un technicien de sa discipline, d'avoir le bon diplôme, il faut aussi avoir un comportement, un savoir-être, un relationnel très important parce que ça peut aller jusqu'à des problèmes de santé. Donc vous avez le soutien, vous avez la reconnaissance, vous avez tout ce qui est possible dans l'environnement. Là, on retrouve les sujets d'aujourd'hui. Tout ce qui est environnement de travail, santé au travail, dans la troisième colonne, l'appartenance et l'équilibre de vie, eh bien, le soutien, le lien social va être extrêmement fort pour ça. Avoir des environnements protégés, ça veut dire je m'occupe revenez au travail dans des conditions sanitaires appropriées, on s'occupe de vous, on pense à vous, et voilà, et ça redonne du courage plutôt que des entreprises qui feront rien ou qui feront du minimum ou qui n'aborderont pas du tout cette question. Un élément très très important. Comment on mesure tout ça? Encore une fois avec l'indice de bien-être au travail et les mailles que l'on va voir sur les hommes, les femmes, les managers, etc. On peut très bien faire le lien entre les mailles de ce qu'on appelle les classes sociales et tout ce qui est lié à la personne, justement. Et on va regarder des mesures, on va croiser des mesures, activité, métier, social, et c'est comme ça qu'on peut trouver des corrélations avec des sujets comme le lien social. Merci beaucoup, Victor. Merci. Compris ? Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Victor ou pour moi-même? Alors, bonjour, la prévention, c'est bien, mais pas sûr que des entreprises investissent dessus sans avoir de solution derrière. Que préconisez-vous en matière de solutions, purification, UV, ionisation? Alors, je pense que cette question s'adresse à nous, chez Rubix. Effectivement, très clairement, on vous a éclairé sur le coût caché de la qualité ou un manque de qualité de vie au travail. Bien sûr, c'est intimement lié à la remédiation. Cependant, pour qu'il y ait remédiation, il faut qu'il y ait mesure, une mesure dispersée à l'intérieur des espaces que l'on surveille, une mesure temporellement résolue, de ne pas faire des points tous les mois ou toutes les heures, mais de faire une résolution en temps réel et une résolution qualitative avec des banques de données. À partir de là, quand ces mesures sont effectuées, cette identification en temps réel sur des nuisances qui apparaissent, la photocopieuse, les détergents, les odeurs de cigarettes ou de cafétéria qui remontent, eh bien, il faut agir. Eh bien, il y a aujourd'hui un écosystème qui a été construit autour de notre société qui permet, en fonction de cet audit automatique, par les rapports automatiques qui sortent des plateformes ou par l'intermédiaire de nos experts, de vous proposer un certain nombre de remédiations. De la filtration de l'air,
une meilleure gestion de la GTB, une meilleure organisation aussi des espaces, de la salubrité par l'intermédiaire effectivement de lampes UV. Certains espaces comme les aéroports ont choisi cela, effectivement, de l'ozonolyse par l'intermédiaire d'UV, du bris blanc pour baisser dans les call centers, notamment les appels d'urgence, le niveau de bruit pour le confort de tous. Donc, il existe aujourd'hui une palette d'outils qui permettent en temps réel de mieux gérer la mesure d'un côté, mais bien sûr la remédiation de l'autre. Alors, autre question, avez-vous des solutions permettant de maintenir ou d'améliorer l'ambiance au travail à ce temps je dirais, de crise ou dans des temps normaux presque pour améliorer normalement le télétravail, pardon. Voilà, excusez-moi pour la lecture. Donc, est-ce qu'il y a des outils, Victor, qui permettent de maintenir ou d'améliorer cette ambiance au travail? Je vais répondre. Voilà, en fait, cette question illustre tout à fait l'époque dans laquelle on vit. On a une sorte du marché de l'offre de solutions pour les régimes, pour retrouver un compagnon, pour faire ceci, etc. On passe à la solution au comment sans essayer de comprendre le pourquoi. Donc, nous avons une approche avec Rubix, comme avec d'autres partenaires, différente. C'est-à-dire, on ne va pas juste vous apporter des solutions pour atténuer les effets, mais on va essayer de comprendre les causes. Parce que si vous ne comprenez pas les causes, c'est Einstein qui disait, quand un problème m'est posé et j'ai 1 heure pour le résoudre, je passe 55 minutes à comprendre les causes et 5 minutes pour essayer de trouver les solutions. Donc, et comme la crise est assez anxiogène, on veut tout de suite des solutions. Donc, regardez un petit peu la démarche qu'on vous a proposée. Eh bien, on va d'abord essayer d'auditer, de voir quel est l'environnement de travail, l'air, la lumière, les déchets, l'eau, etc. Un audit des conditions de travail. Après, on va regarder justement, on va mesurer l'IBET sur les activités, les métiers, les classes sociales, pour savoir de qui on parle. Et en fonction de ces données, on va essayer d'isoler, exactement comme le Covid, on va isoler les profils, les lieux, les impacts, les désagréments. On voit de quoi on parle. Et après, on passe aux solutions. Donc, il faut vraiment investir sur ce temps de l'analyse des causes, de la compréhension et de la mesure. Et une fois qu'on a ça, alors là, on amène des solutions. Par exemple, là, qu'on voit, on va regarder, c'est plutôt des gens qui sont au télétravail. Alors aujourd'hui, par exemple, tous nos clients, on leur a fait une mise à jour pour qu'ils puissent, dans le RSI-RH, pouvoir dire un tel, il est dans telle activité, tel métier, il a déjà l'âge, l'ancienneté, etc., la catégorie socio-professionnelle, et puis il a des rubriques. Temps de travail, les CDI, CDD, temps partiel, temps complet, télétravail. Combien de télétravail? Un petit peu, beaucoup. Et puis on a rajouté la classe de télétravail imposé ou télétravail désiré. C'est pas la même limonade. Là, votre question, elle s'adresse à ceux qui sont au télétravail imposé. Ceux qui sont au télétravail désiré, ils connaissent depuis longtemps, ils se sont adaptés. Mais télétravail imposé, c'est déjà télétravail imposé. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont dans quel métier, dans quelle unité de travail, dans quelle filiale, dans quelle région, dans tel bâtiment, QHSE, pas QHSE? Est-ce qu'ils vont faire de l'hybridation distancielle, présentielle? On va appeler le manager, on va lui réexpliquer l'importance du soutien, l'importance de l'animation, l'importance du collaboratif. Et on répond à ça. Mais il nous faut les données d'entrée. Et si on n'a pas les données d'entrée, on va vous retrouver avec une batterie de solutions. Vous êtes inondé de gourous et de charlatans qui vous proposent des solutions peut-être mal adaptées que vous allez essayer de mettre en place, mais qui ne vont pas correspondre. En fait, on est dans l'intrusif, on est dans du systématique. Comme on disait, ce n'est pas le baby-foot et le panier de fruits ou l'espace de travail. Ça, c'est bien pour ceux qui vont bien. Pour ceux qui vont bien, il n'y a pas de problème, ça fait du bien, c'est un bonus. Mais ceux qui vont mal, il faut essayer de comprendre d'où ça vient. Et les solutions, on les trouve. Pour répondre très clairement à votre question, sur cette ambiance de travail, de crise, et quand on est surtout en télétravail, là, vous avez mis le doigt effectivement sur le télétravail imposé, qui a des conséquences sur la santé mentale notamment, et c'est que le soutien
du manager et de l'équipe, donc la possibilité de pouvoir chatter, participer, d'avoir des moments de rencontre pour échanger sur le travail. Surtout, ne pas oublier que ce qui donne du sens, c'est l'utilité dans le travail et le sentiment de compétence. Et si on a les deux, l'appartenance va venir si on est dans un bon environnement de travail et un bon équilibre de vie. Voilà, c'est l'ensemble. Il faut là les grands ingrédients avec un gros pavé sur le travail. Après, 25% plutôt le métier. Est-ce que je me sens bien dans mes compétences, comment elles évoluent là-dessus, la reconnaissance, c'est éminemment la reconnaissance. Et puis après, l'environnement de travail, c'est 25%. En gros, des fois, ça monte beaucoup plus loin dans des situations dégradées. Dans des situations dégradées avec des QHSE moins, on n'est plus à 25%, on est à tout ou rien pratiquement. Hein. Merci beaucoup, Victor. Merci, merci. Peut-être une dernière question, éventuellement, par le chat ou par oral. Merci. Jean-Pierre. Alors, il est difficile d'auditer tous les télétravailleurs. Quel conseil sur l'environnement de travail du télétravailleur? Alors, si je peux me permettre, Jean-Michel, Jean-Christophe, je vais continuer. Alors, là, encore une fois, c'est de la méthodologie, Jean-Pierre. C'est de la méthodologie. Donc, par exemple, nous, avec Libet, on parle à personne. On fait d'abord parler les données. C'est une fois qu'on a les données, qu'on a des preuves, qu'on va écouter les gens. On ne va pas commencer à faire de l'intrusif avec des sondages tant qu'on n'a pas les données réelles, à la fois d'environnement, de travail, de métier, etc. Eh bien, là, vous soulevez le point du télétravail imposé. Voilà, télétravail imposé. Alors là, les managers qui vont avoir affaire à des populations qui sont en télétravail imposé, qui n'ont jamais télétravaillé, et donc c'est d'abord une formation à du management responsable, leur expliquer qu'est-ce qui change. Je prends souvent l'exemple que je cite à tous mes clients dans toutes mes conférences. Quelle est la différence entre un manager qui vous envoie un mail quand vous êtes en télétravail à 100 km de chez vous? Vous recevez le même mail et que quand vous revenez au travail, vous rentrez dans votre open space, le même manager vous envoie le même type de mail. Il est à 2 mètres de vous et en télétravail, il continue à vous envoyer des mails du même type. Donc pour vous, en fait, il y a une perte complète de respect des contraintes dans lesquelles vous êtes. Il n'y a aucune différence. Je reçois des mails ou des SMS de mon manager, et que je sois en télétravail ou pas en télétravail, il n'y a rien qui a changé pour lui. Donc, pour répondre à votre question, on connaît très bien maintenant les causes de mal-être psychologique, notamment, et ses conséquences médicales quand on est en télétravail contraint, dans des environnements de travail contraints, avec des conséquences économiques très contraignantes, parce qu'on n'a pas forcément 200 mètres carrés ou 100 mètres carrés et un jardin pour faire du télétravail. Donc, toutes ces contraintes, on les connaît. Et donc, on connaît tout ça. Donc, c'est un dialogue d'abord avec les IRP pour établir une convention sur le télétravail et la déconnexion, le droit à la déconnexion, parce que c'est très lié. Donc, nous, on recommande de faire déjà des accords télétravail et droit à la déconnexion, de mixer les deux accords obligatoires dans les entreprises. Ça, c'est un premier niveau institutionnel du dialogue social. Donc, après, une fois qu'on a ça, on forme les managers qui vont avoir à piloter des équipes en télétravail, en leur expliquant un peu tout ce qui a changé et qu'il faut désormais intégrer. Et c'est comme ça, après, on fait des retours d'expérience. Quand ils reviennent, ceux qui ont été en télétravail contraint, ceux qui reviennent pour voir un peu comment ils ont vécu tout ça, et on fait une sorte d'amélioration continue. Alors bien entendu, c'est là où notre discours d'aujourd'hui est important. Si on revient, mais ils reviennent dans des bâtiments insécurisés au niveau QHSE, ça va pas être évident, ça va être un peu paradoxal. Voilà comment on peut travailler là-dessus. Merci beaucoup, Victor. Merci beaucoup à tous. Merci à MyRH Line pour nous avoir rassemblés aujourd'hui. J'espère que nos présentations sur les outils de mesure et les remédiations possibles vous ont intéressé. Et
n'hésitez pas à prendre contact encore une fois avec nous pour avoir un approfondissement de sujets que l'on n'a pas pu aborder ou des sujets plus confidentiels. En vous remerciant à tous. Merci Très bon encore. après-midi, très bonne fin de après-midi. semaine. Au revoir.